Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et Franck Ferrand vous emmène cet après-midi au cœur de l'histoire du Directoire. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Le Directoire est une période passionnante de notre histoire. Son grand homme a été Paul Barras, auquel Christine Lebozec vient de consacrer chez Perrin une belle biographie. L'auteur est avec nous dans ce studio et nous allons en profiter pour évoquer cette période tellement particulière. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question d'Eliane sur l'origine des sous-vêtements. Autrement dit, que portait Barras sous ses costumes cintrés à la mode du Directoire? C'est ça. Je crois qu'il faut féliciter Eliane d'oser demander tout haut ce que tout le monde se demandait tout bas. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Une soif de plaisir, le besoin de s'amuser, la fête et la fête, voilà l'image que les Français ont souvent gardée du Directoire, ce régime politique qui est coincé entre la Convention et le Consulat d'octobre 1795 à novembre 1799, quasiment en tout cas entre la terreur et le fameux coup d'État de Napoléon Bonaparte le 18 Brumaire. Après les angoisses, la peur et la mort qui ont entouré les derniers mois de la Révolution, la frénésie, de la Révolution en tout cas de la terreur, la frénésie de jouir de la vie est manifeste. On a en quelque sorte envie de rattraper le temps perdu comme après chaque période de grande catastrophe. Et un des emblèmes de cette période, c'est Paul Barras, l'homme le plus puissant du régime, le roi du Directoire, le plus effronté de tous les pourris si l'on en croit Hippolyte Taine, même si en vérité Barras était moins frivole que ses contemporains, c'est en tout cas ce que nous montre dans sa biographie Christine Lebozec. Elle nous parle de celui qu'on appelait le colibri, c'était en tout cas le surnom que lui avaient donné les royalistes. Elle nous en parle avec beaucoup de mesure. Pourtant, la réalité du Directoire, sous cet aspect frivole et facile, la réalité est nettement moins agréable. Alors que certains font des fortunes scandaleuses et passent leur temps à faire la fête, beaucoup d'autres ont faim et sont victimes des difficultés économiques et financières du moment. Imaginez Paris en 1796, la ville à l'époque compte près de 600 000 habitants, les rues sont dans un laisser-aller d'autant plus étonnant que la fin du règne de Louis XVI avait vu une sorte de remise en ordre et de remise en état, et donc d'un seul coup on se demande ce qu'il se passe, on fait la queue devant les boulangeries, devant les boucheries, non loin des galeries du Palais Royal, qu'on appelle maintenant le Palais Égalité, qui est, vous le savez, le haut lieu de la prostitution parisienne et qui est devenu une sorte de bazar, avec notamment dans les entresol beaucoup de ces nouveaux établissements qu'on appelle les restaurants. C'est tout nouveau. Autour de tout cela, on a l'impression d'une espèce de brocante. On vend partout, devant les maisons, des tapisseries, des meubles, des vases, des objets d'art, et même, pourquoi pas, des vêtements, des livres, bref, tout le monde vend un peu de tout, beaucoup de pièces sont fabuleuses puisqu'on voit circuler des vases de Sèvres, des tentures des Gobelins, etc. qui ont échappé à la grande réquisition nationale et à l'envoi vers les dépôts départementaux. Les églises, vous le savez, ont été pour beaucoup d'entre elles vendues en tant que bien national, démolies pour certaines ou en cours de démolition, certaines repassent d'une main à l'autre, on en a transformé quelques-unes en théâtre, voire en fonderie, en école, en entrepôt de farine. Vous voyez l'espèce de climat d'anarchie quand même qui règne dans cette période où plus personne n'a véritablement de repères. Dites-vous que la Sainte-Chapelle est devenue le dépôt des archives et les sous-sols de l'église Saint-Germain-des-Prés sont devenus une raffinerie de sucre. Dans toutes les rues, on lit la même chose, propriété nationale à vendre. Et alors on met des espèces de grands panneaux comme ça qui sont marron sur jaune ou avec propriété nationale à vendre. À cette période à Paris, comme dans le reste de la France, ça fait plusieurs mois que l'État vend donc les biens, notamment les biens des émigrés de la Révolution, le bien des congrégations, ne l'oublions jamais, et puis aussi le bien d'un certain nombre de familles ruinées par une inflation complètement démesurée. Le pays
vit une crise économique quasiment sans précédent. Les guerres qu'il faut assurer coûtent extrêmement cher. L'inflation donc est à son comble. Le louis d'or est passé d'une valeur de 2500 francs en novembre 95 à 4000 francs un mois plus tard. Et alors si vous prenez le cours, vous allez voir que tout ça s'envole. La France vit donc dans une sorte de tourbillon. Et le régime du directoire est bien impuissant à imposer un peu d'ordre dans tout cela. 5 directeurs se partagent un pouvoir exécutif collectif, vous l'aurez compris, collégial. Chaque année, un des directeurs est remplacé. Alors, sur le papier, et je me rappelle mes cours de droit constitutionnel, on trouve ça magnifique. Dans la réalité, ça crée un peu plus de pagaille encore. Le Parlement est constitué de 2 chambres, le Conseil des Anciens et le Conseil des 500. Donc le personnage principal du régime, disons-le, et nous allons peut-être tout à l'heure nuancer un peu cela, c'est Paul Barras qui a une 40aine d'années, un homme séduisant, c'est un ancien militaire. Il est né dans la bonne noblesse provençale, c'est un aristocrate comme on dit à l'époque. Il n'en est pas moins révolutionnaire, il fait partie de ceux qui, en 1792, à la toute fin de l'année, ont voté la mort du roi Louis XVI. Barras est l'un des rares à avoir échappé à la terreur. Il a fait partie de ceux qui ont fait tomber Robespierre en juillet 1794, ce qu'on appelle Thermidor, mais avec les 4 autres directeurs qui gouvernent la France, lui qui a la responsabilité de la police et du secteur géographique du Midi, n'a pas trouvé de solution pour assainir la calamiteuse situation de nos finances. Il est vrai que les 5 directeurs ne sont pas dans une situation de grande cohérence et de grande cohésion, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils passent leur temps à se méfier les uns des autres, à se jalouser. Le directoire a maintenu les assignats qui ont été mis en place par la Convention juste avant, un papier-monnaie dont la valeur est attribuée et basée sur l'évaluation des biens nationaux, et donc une monnaie qui, bien entendu, change constamment de valeur. L'émission a été suspendue au profit d'un mandat territorial qui a perdu 75% de sa valeur en 10 jours, 90% de sa valeur en un mois. On est dans ces espèces de périodes complètement folles où l'inflation rend tout littéralement dérisoire. Il est certain que dans ce marasme général, et quand je parle de marasme, on en vient à vendre les grandes collections nationales contre des cargaisons de harengs et de potasses. Ça va quand même très loin tout ça. Certains n'en tirent pas moins leur épingle du jeu. On peut dire qu'il y a dans ce régime une poignée de profiteurs qui s'en sortent très bien. Alors le procédé est toujours le même. On achète un hôtel particulier, on le dépouille de tout ce qui peut être vendu en pièces détachées, notamment auprès d'un certain nombre de commissionnaires qui travaillent pour des marchands étrangers, notamment venant d'Allemagne. Alors les tentures, les tapis, les meubles, etc., la vaisselle et les livres précieux. Et puis ensuite, on revend l'hôtel. Et on a vu comme ça de grandes propriétés passer d'une main à l'autre 4 fois en 15 jours. Vous voyez qu'il y a une espèce de fièvre générale. Il y a des rentiers, des banquiers comme Ouvrard qui tirent leur épingle du jeu, un grand nombre d'intercesseurs, parce que on peut dire que le directoire aura été le grand régime de l'entremise. À seulement 30 ans, dites-vous qu'Ouvrard possède les châteaux de Marly, château royal, de Louvciennes, du Rincy et d'autres propriétés. À mesure que la situation va empirer, que la misère pour la population s'aggrave avec de véritables famines qu'on n'avait pas vues depuis bien longtemps, un nouveau type d'acheteurs apparaît, des fermiers, des marchands de vin, des aubergistes, des commerçants qui ne livrent leurs denrées qu'en échange d'or, de bijoux et d'argent. Le troc, comme dans les pires périodes, est en train de se réinstaller un peu partout. Voilà, si j'ose dire, la vraie figure du directoire.
Un extrait de la marche militaire de Jean-Baptiste Bédard sur Europe 1 par la garde républicaine. Restez avec nous, nous sommes au cœur de l'histoire du Directoire jusqu'à 15h avec Franck Ferrand qui revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et cet après-midi, Franck Ferrand, nous sommes au cœur de l'histoire du Directoire puisque vous nous faites découvrir, vous nous faites faire plus ample connaissance avec Paul Barras et effectivement vous nous faites découvrir le vrai Directoire. Oui, et le vrai Barras, si je puis dire, c'est en tout cas celui que nous allons découvrir dans un instant avec Christine Lebozec. Je vous cite l'un des directeurs, La Revellière Lépaud qui dit dans ses mémoires, au Luxembourg. Le Luxembourg, c'est donc le nouvel hôtel où siège, ancien palais où siègent les directeurs. Barras n'était entouré que des chefs de l'anarchie la plus crapuleuse. Il ne l'aimait pas, comme vous pouvez l'imaginer. Des aristocrates les plus corrompus, de femmes perdues, d'hommes ruinés, de faiseurs d'affaires, d'agioteurs, de maîtresses et de mignons. La débauche la plus infâme se pratiquait de son aveu dans sa maison. Bon, évidemment, nous allons voir dans un instant ce qu'il faut garder d'une telle opinion. Mais enfin, vous verrez que d'une façon générale, l'image qu'on a de Barras est assez désastreuse. Il faut vous dire que cette nouvelle élite, depuis peu au pouvoir, veut avant tout profiter des plaisirs. Chacun ne pense plus qu'à jouir, boire et manger. C'est ce qu'écrit un jeune émigré rentré à Paris sous le Directoire. En effet, les nouveaux riches, comme on les appelle, veulent profiter de l'instant. Ils fréquentent les bals. 640 bals recensés à Paris en 1796, vous imaginez ça? Certains ouvrent 2, 3, 4 fois par semaine, d'autres tous les jours, ou devrais-je dire toutes les nuits. Un certain Mallet note en 1797, Paris n'est plus qu'un grand bal, on danse absolument partout. Quant à l'écrivain Louis-Sébastien Mercier, dans Le Nouveau Paris, il écrit « Après l'argent, la danse est aujourd'hui ce que le Parisien aime, chérit, ou plutôt ce qu'il idolâtre, et du petit au grand, c'est-à-dire du riche au pauvre, on danse partout. » Et une nouvelle danse vient de faire son apparition sous le Directoire, c'est la toute nouvelle valse, avec des orchestres qui sont engagés à prix d'or, parfois 4-6 mois à l'avance, tellement on en a besoin partout. Imaginez les tenues vestimentaires dans lesquelles on se rend à ces frivolités. Ça tranche singulièrement sur l'austérité des mœurs révolutionnaires jusqu'alors en vigueur. Le Directoire sera sans doute le règne de la mode. Chez les femmes, que l'on nomme en tout cas dans la bonne société les merveilleuses, parce qu'elles ont trouvé plus facile de grassouiller. Elles ne prononcent plus de gasseiller, pardon. Elles ne prononcent plus les R. Les robes sont légères et décolletées. Tout ça très cher, bien entendu. L'égérie du moment, la maîtresse de Barras, l'une des maîtresses, c'est Madame Tallien, dont nous avons eu l'occasion de parler déjà à ce micro, qui va lancer la mode de l'anticomanie, c'est-à-dire une sorte de retour excessif à l'Antiquité, avec des robes à la Diane, à la Flore, à la Minerve, qui sont tout à la fois courtes, échancrées et très transparentes. On voit des femmes nues presque jusqu'à la ceinture, écrit Charles de Constant, sans chemise et sans vergogne. D'autres en habits de turc, en grec, en flore, en hébé, en paysanne, c'est une brillante mascarade. C'est cette société qui a donné le bal dit des victimes, où les fils et filles des guillotinés dansent avec les fils et filles des bourreaux. Oui, là encore, il y a sans doute quelques excès qui ne doivent pas nous faire oublier le quotidien de tout un chacun. Lorsque l'ambassadeur du Grand Turc arrive à Paris, il n'en crée pas moins une nouvelle mode, la turcomanie. Madame Tallien va lancer la mode du turban, des pantalons de gaze retenus à la cheville par des anneaux d'or, des vestes courtes ouvertes sur la poitrine nue, perruques alors de toutes les couleurs, blondes, bleues, violettes, souliers très hauts. Il faut de l'originalité en tout, et tant pis pour le bon goût. Alors, si les femmes, quoique pour ce qui est du goût, le Directoire aurait à nous en remontrer, car d'une façon générale, c'est une période où l'on est allé très loin dans l'extrême raffinement et sophistication des mœurs antiques nées à la fin du règne de Louis XV, qu'on appelle le néoclassicisme. Alors, si les femmes sont presque nues,
Les hommes, eux, sont très habillés. Les incroyables, comme on les appelle, pour les mêmes raisons, portent des cols démesurés, rigides, qui leur donnent plus ou moins l'air d'être infirmes, si l'on en croit les écrivains du temps. Ils ont des cravates gigantesques qu'il faut savoir nouer et dénouer, des habits cintrés à l'excès, des culottes si moulantes qu'il est impossible d'y glisser ne serait-ce qu'un mouchoir. Les souliers sont vernis et les incroyables empestent le parfum. Le parfum, devrais-je dire, puisqu'on prononce pas les R. Les costumes d'apparat portés par les 5 directeurs sont tellement voyants qu'on a qualifié les 10 directeurs de mulets empanachés. Alors, au milieu de toutes ces singeries, Barras fait certainement preuve d'une relative rigueur. Il ne s'en promène pas moins dans les salons en habits bleu chamarré d'or, couverts de broderies, écharpe tricolore, large et haute cravate avec un col de dentelle et souliers à bouffettes. Quand il sort, il porte un manteau écarlate et un immense chapeau de feutre avec de grandes plumes tricolores et un glaive. Vous imaginez un peu à quel point tout cela peut être l'objet de moqueries. Outre les bals, la grande mode, je devrais dire la folie du directoire, c'est le théâtre. Paris compte à l'époque 32 théâtres publics, plus de 200 théâtres privés. Vous imaginez 200 théâtres privés à comparer à la petite cinquantaine de nos salles actuelles. Le public ne veut pas de tragédie, ni de comédie de mœurs, etc. Il lui faut du mélodrame, car le grand genre du directoire, c'est le mélodrame, agrémenté d'airs faciles, de ballets. Les pièces, disons-le, sont souvent médiocres. Si les nobles dames de 1789 revenaient, écrit Louis Madelin, elles trouveraient dans leur loge à la Comédie, couvertes de diamants et drapées dans des cachemires de 100 louis, leurs anciennes filles de cuisine au bras de leurs anciens porteurs d'eau, habillés à la Barras. La nouvelle élite veut profiter. Et pour en savoir plus sur les dessous du directoire, restez avec nous sur Europe 1. Franck Ferrand est au cœur de la Révolution française aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur Twitter avec le hashtag ACDH ou sur la page Facebook au cœur de l'histoire. Franck Ferrand revient dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et Franck, cet après-midi, vous nous emmenez au cœur de l'histoire du directoire, pleine de frivolité, d'excentricité, avec l'une des figures de cette période, Paul Barras. Eh oui, alors Barras, évidemment, va faire l'objet de toute la deuxième partie de cette émission. On va revenir sur son cas, sur la responsabilité qu'il porte dans le désastre d'un régime qui, je vous l'ai dit, sur un plan financier, est absolument incapable de tenir la monnaie, qui n'est pas capable d'organiser l'extraordinaire changement de main de toutes les propriétés de France. On n'a jamais connu dans l'histoire de France un tel basculement, avec aussi, ne l'oublions pas, beaucoup de misère. Je vous ai parlé de famine, le nombre des suicides qui explose. Je ne vous parle pas du nombre des divorces, puisque on a autorisé le divorce. Alors là, on a vu des records assez drôles. Certaines personnes se sont mariées et ont divorcé plus de 20 fois dans une même année. Mais enfin bon, ça ce sont des exceptions, bien entendu. C'est pour montrer jusqu'où on est allé. Les enfants trouvés également sont très nombreux, 4 000 à Paris, on estime entre 40 et 50 000 enfants trouvés en France pendant la période du directoire. Un régime qui doit à la fois financer un certain nombre d'opérations militaires. Pensez à l'expédition d'Égypte, qui lancée en 1798 va se révéler particulièrement coûteuse. La presse se déchaîne contre les directeurs, et notamment contre Barras, qui, dans son domaine de Grosbois, merveilleux domaine, organise des réceptions incroyables auxquelles on convie Madame de Staël, Benjamin Constant, Talleyrand, la comtesse de Beauharnais, qui va donc devenir, qui vous savez, Madame Récamier, Madame Tallien, etc. Elle n'était pas comtesse, elle était vicomtesse de Beauharnais. Bref, un régime entièrement discrédité, ce qui n'empêche pas une certaine catégorie de la population de continuer à bien vivre. Je vous ai parlé des restaurants tout à l'heure. On est dans la grande période de la gastronomie, avec un homme comme Brillat-Savarin, des cartes extrêmement riches. Le restaurateur Méo
Il faut savoir que tous les cuisiniers des anciennes grandes maisons, des maisons princières, ont ouvert leurs propres établissements, ceux en tout cas qui n'ont pas émigré. Et on voit Méo offrir chaque jour 100 plats au choix. Véry affiche 8 potages, 14 hors d'œuvre, 47 entrées, 27 volailles, 13 rôtis, 16 poissons, 29 entremets, 10 pâtisseries, 26 autres desserts, avec également les glaciers et les sorbetiers qui se multiplient un peu partout dans les grandes villes de France. Des maisons de jeux, de plaisir. C'est un citoyen suisse qui note: la peinture que la Bible nous fait des débordements de Sodome n'approchait pas de Paris, cette ville prostituée à tous les vices. Qu'est-ce qu'il faut croire de ce genre de point de vue? Vous avouerez que c'est quand même étonnant. Alors, et Barras, serait-on tenté de dire comme Organ demandant et Tartuffe. Il aimait s'entourer de jolies femmes, donner des soupers fins, converser, écouter, nous dit Christine Le Bozec. Il semblait apprécier la compagnie des femmes comme il l'aurait fait d'une parure élégante, voyant en elles des objets de luxe et de plaisir faisant partie d'un beau décor, adoptant à leur égard une attitude protectrice. En revanche, il avait la réputation d'être un piètre amant, peu fougueux, et ne gardait ses maîtresses que peu de temps. C'est peut-être de tous les reproches qu'on a pu formuler à l'égard de notre héros du jour, le plus mesuré, somme toute, et le plus amène. Bonjour Christine Bozec. Bonjour. Je viens de dépeindre le directoire sous des couleurs assez hallucinantes. Nous allons voir avec vous dans un instant ce qu'il faut penser de tout cela. Europe 1, au cœur de l'histoire. Une demi-heure. Merci beaucoup, Corinne Boulot. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et cet après-midi, nous sommes au cœur de l'histoire du directoire avec une personnalité au cœur de cette histoire. C'est Paul Barras que vous nous faites découvrir, Franck Ferrand, avec votre invité, Christine Le Bozec, qui est docteur en histoire, spécialiste de la Révolution française et auteur de Barras, paru chez Perrin. Et oui, et il faut que nous revenions sur un certain nombre d'aspects, bien entendu. Ce que je n'ai pas eu le temps de vous raconter là dans ce récit, c'est qu'à la fin du directoire, on va voir les choses se crisper singulièrement avec ce qu'on surnommera le coup d'État du 13 Fructidor, qui est bien avant celui du 18 Brumaire, avec une sorte de durcissement du régime, comment pourrait-on dire, de mise en place par les directeurs de toutes sortes de sauvegardes face à des attaques qui deviennent terribles. On en dira un mot tout à l'heure si vous voulez, Christine Le Bozec. Avant ça, revenons peut-être à ce portrait un peu leste que j'ai fait du directoire, la fête, la gabegie, les grands dîners, les tenues complètement excentriques. C'est la vérité du directoire ou c'est seulement l'image qu'on s'en est faite? Alors, c'est l'image que l'on s'en est faite, que l'on lui a faite, mais c'est aussi peut-être une toute petite part de vérité qui touche un microcosme parisien qui n'a strictement rien à voir avec la population, une population qui vient d'essuyer et qui essuie une famine terrible à la suite de l'hiver 95. Vous l'avez dit, effectivement, on meurt dans les rues, on meurt de faim. Ce qui n'était pas arrivé depuis Louis XIV. Le froid a fait des ravages à l'hiver 95, et donc la population, on peut dire, meurt de faim, se suicide, effectivement, se prostitue. On renvoie même les femmes et les hommes qui se prostituent de leur province. C'est une situation économique et sociale terrible. Et entre cela, je crois qu'il y a 3 niveaux. Il faut avoir en fond, derrière ce côté femme nue, folie, etc. Ça, ce sont les salons parisiens. Voilà. Derrière ça, je crois qu'on a une France extrêmement petite bourgeoise, tout à fait accrochée à une morale qui est celle d'ailleurs de la terreur, qui plaît sous Robespierre. Donc la moralité, très importante. Donc on a effectivement un petit rayon qui couvre la réalité de la société. Peut-être peut-on dire que les 3 grands aspects du directoire absolument essentiels, c'est d'abord, et ça on oublie toujours de le dire, le changement de propriété. C'est fondamental, l'histoire des biens nationaux. Alors ça, on peut dire c'est l'ensemble de la Révolution. Voilà, oui. Depuis 92, il y a un transfert même avant, depuis la constitution civile du clergé, en juillet 90, il y a un transfert de propriété qui est le plus important de l'histoire de France. C'est-à-dire des rachats. Pour parler clairement, les propriétés qui étaient aux 2 premiers ordres, c'est-à-dire à la noblesse et au clergé, vont devenir la propriété du 3e ordre, du tiers-état. D'abord ecclésiastique et ensuite les émigrés nobles un petit peu plus tard, et puis les biens de la couronne.
Et donc il y a des rachats, effectivement, qui sont faits, la plupart du temps, par la bourgeoisie déjà nantie, un peu moins par la paysannerie, parce que souvent ce sont des gros lots. Oui. Donc c'est difficile. Alors après, on partage en petits lots, mais le grand vainqueur de cela, c'est la bourgeoisie. Deuxième grand aspect, évidemment, cette crise financière sans précédent, avec un système des assignats qu'on n'arrive plus à maîtriser et qui aboutit à une inflation démentielle, qui peut rappeler par certains aspects l'inflation qu'on a connue dans l'Allemagne de l'entre-deux-guerres. Effectivement, c'est-à-dire que la planche à billets a fonctionné. Au départ, l'idée n'était pas mauvaise, puisque c'était de prendre garantie sur ces biens du clergé et de la noblesse que l'on allait vendre pour émettre des assignats. Mais très vite, on va dire que la planche à billets a tellement fonctionné que ça ne vaut plus rien. C'est ça. Donc on décide de remplacer ces assignats par des mandats territoriaux qui de toute manière, dès 96, qui disparaissent aussi, et on revient à la monnaie métallique. Alors, pour certains, ceux qui ont de la monnaie métallique, ça permet de continuer à spéculer, à agioter. Pour le reste de la population, et pour les rentiers, par exemple, ça pose d'énormes problèmes. Et puis, n'oublions pas les opérations militaires, car la France est un pays en guerre. Alors, la France est en guerre depuis 92, et elle est sur tous les fronts. Elle est sur le front italien, elle est absolument partout. C'est d'ailleurs ça qui permettra à Bonaparte bien sûr, de se révéler encore plus. Et puis, il va y avoir l'expédition d'Égypte, et ensuite, en 99, la coalition qui attaque à nouveau la France. Alors, comment expliquer que parmi tous les directeurs qui se sont succédés, car ils étaient 5, mais encore une fois, ils se renouvelaient par 5e tous les ans, comment expliquer que parmi tous, un est émergé, soit devenu en quelque sorte l'emblème du directoire, et pourquoi est-ce que ce pauvre Barras concentre sur lui toutes les critiques? C'est quand même étonnant. Alors, une première chose, effectivement, tous les ans, on tire au sort une boule noire. Celui qui tire la boule noire s'en va. Barras ne l'a jamais tiré. Oui, alors lui, il est toujours là. Voilà, alors c'est la première chose, je crois, c'est le premier phénomène, c'est sa longévité politique. Il est là pendant 4 ans. Donc, au bout de 4 ans, il symbolise un régime qui est un peu chancelant, ou même très chancelant. C'est moins compliqué. Voilà. Et cette longévité, le sert parce qu'il est sur place, il reste au pouvoir, mais le dessert, c'est la contradiction de sa longévité, le dessert puisqu'il devient le symbole du directoire. Et comme Brumaire, en 8, lorsque le coup d'État de Brumaire a lieu, dès le lendemain matin, se met en place la fameuse légende noire. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui ont aidé Bonaparte à faire son coup d'État militaire contre le Conseil, ceux qui l'ont aidé vont essayer de noircir le régime précédent pour défendre le nouveau régime. Ça, c'est un grand classique de l'histoire. Mais la légende prend bien, la légende noire, et elle focalise sur Barras, longtemps là, et en même temps décriée aussi parce que sa vie était peut-être un petit peu plus brillante que les autres, mais c'est très très loin du Barras donnant des fêtes absolument scandaleuses, entouré de femmes nues, enfin bon, avec des orgies, on est très très loin de tout ça. Barras, c'est un monsieur qui se couchait à 10h le soir et qui avait horreur de porter ces costumes symbolisant la République, qui était toujours en redingote bleue, avec des bottes, et qui à 10h était fatigué, il disait bonsoir tout le monde. Alors, en plus, Grosbois, il faut quand même bien se mettre dans la tête, ça n'a duré que très peu de temps. Parce qu'il l'acquiert à la fin 97. Il ne le fait pas construire, faut le dire. Voilà, le temps de faire quelques travaux. Et finalement, on lui demande de partir en 99. Donc, il en a fort peu profité. Et donc, on a fait énormément de choses. Alors, on autour de ça. l'imagine entouré de toutes ses maîtresses, tout simplement parce que il a été très proche, c'est le moins qu'on puisse dire, de Madame Tallien et bien sûr de la célèbre Beauharnais. Alors, il a effectivement, je crois, aussi focalisé des jalousies, puisque ce monsieur qui, paraît-il, était assez beau garçon, portait beau, montait bien à cheval, par rapport aux autres directeurs, ça tranchait terriblement. Et on le voit au bras des 2 dames, on va dire, le plus en vue, du directoire. Et ça a provoqué jalousie, dont on ne sait d'ailleurs pas si réellement ils ont eu des relations très poussées. Peut-être qu'on était simplement d'une amitié, on ne sait pas. Alors, il est dit que Madame Tallien a eu un enfant mort-né de lui. On ne peut pas le prouver.
pas de bonne preuve. Évidemment, ça c'est le Barras des 4 années du Directoire, dont vous nous dites que la réputation est largement surfaite. Oui. Mais évidemment, Barras a vécu longtemps avant le Directoire, puis il a vécu après le Directoire. C'est ce que nous allons voir avec vous dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Barras, c'est le sujet du dernier livre de Christine Lebozec, docteur en histoire, spécialiste de la Révolution française, qui est votre invité, Franck Ferrand. Et Paul Barras est au cœur de l'histoire de cet après-midi sur Europe 1. Alors évidemment, nous avons un petit peu remis les pendules à l'heure concernant le rôle de Barras pendant le Directoire. Nous verrons quand même, nous reviendrons tout à l'heure à cette affaire du Fructidor, parce que c'est très intéressant, cette espèce de durcissement final d'un régime trop faible pour s'imposer naturellement. Simplement, moi, ce qui m'a passionné dans toute cette affaire, c'est tout ce qui précède. D'où vient-il ce Barras? Et je vous avoue que là, on est assez étonné parce qu'on connaît très mal la vie du personnage. Alors, quelles sont ses origines, Christine Lebozec? Alors, on n'a pas beaucoup de choses. Il est né d'une bonne noblesse moyenne du Sud. Pas très fortuné, enfin vraiment famille très modeste. Et très vite, comme il y en avait tant et tant. Voilà. Il fait partie de ces cadets, on va dire, alors qu'il était l'aîné, de ces cadets du Sud, et il faut très vite lui trouver un état. Or, c'est-à-dire un état à l'époque, ça veut dire une situation. Voilà. En fait. Et à 16 ans, il va s'engager dans l'armée. Il fait une carrière honorable, mais sans plus, parce qu'à l'époque, il faut attendre très longtemps pour devenir. Et finalement, il fait 2 campagnes très intéressantes, lointaines, en Inde, une deuxième au Cap, et à la suite d'un différend avec un de ses supérieurs hiérarchiques, il démissionne de l'armée. Et on le retrouve, on va dire, vraiment en train de traîner sur le pavé parisien, demi-solde, vraiment sans argent, et pendant 2 ou 3 ans, on ne sait pas très bien ce qu'il a fait. Alors on le soupçonne de jouer. Lui-même ne l'a pas raconté. Absolument pas. Il rappelle simplement dans ses mémoires, et encore ses mémoires sont à prendre, il y a une ligne disant qu'il avait des problèmes financiers et qu'une de ses tantes lui fournissait un tout petit peu d'argent. Voilà, l'aidait. Ça s'arrête là. Ensuite, il traîne. Alors on le soupçonne d'être un joueur professionnel, de faire ce qu'on appelait à l'époque le grec, puisque c'était le terme que l'on employait, et aussi même d'être un souteneur, à la limite. Et là, quand même assez interlope tout ça. Décidément, on n'est pas en présence d'un modèle de vertu. Faut quand même dire ce qui montre que quand même il est troublant comme personnage, mais il est trouble aussi. Oui, voilà, c'est ça. Et il rencontre la famille de la Motte. Alors ça, c'est incroyable, mais oui. Voilà. Et alors, vous dites la dame du collier, mais notamment pour nos plus jeunes auditeurs, il faut expliquer que il y a cette affaire absolument terrible au milieu des années 1780, une affaire qui va impliquer, malgré elle, la reine Marie-Antoinette, ce qu'on appelle l'affaire du collier. Voilà. Et l'instigatrice de cette affaire, qui en fait est une énorme escroquerie, s'appelle Madame de la Motte. Or, cette Madame de la Motte, il se trouve que notre Barras la rencontre. Tout à fait, il est invité. Il est tellement proche de la famille que on lui propose la main de la sœur de Madame de la Motte. Oui. Et à quelques jours de la conclusion du mariage, éclate le scandale. Et il n'a qu'une chose à faire. Apparemment, ce serait le duc d'Orléans qui lui aurait conseillé. Il part. Oui, c'est des se mettre au vert, comme on dit. Voilà, pendant une ou 2 années. Là, on a 2 vagues d'histoires où il se rend en Picardie, peut-être. Et on le retrouve à Paris 2 ans après. Et là... 2 ans après, c'est 1787. On est déjà en train de commencer à s'acheminer vers la Révolution. 88. Et là, ses fréquentations sont un petit peu moins interlopes, dit-il. C'est-à-dire qu'il se vante de rencontrer le duc de Créqui, Rimines, etc. C'est peut-être... Et Mirabeau. Donc quand même des esprits ouverts aux idées révolutionnaires qui vont éclore au moment de la Révolution française. Il assiste à la prise de la Bastille. Alors il assiste à la prise de la Bastille sans y participer. Oui, et il n'a de loin. Et il n'a pas,
il n'a pas tenté de se faire élire aux États généraux, alors qu'il aurait pu, noble, aîné de la famille, il n'a pas tenté. Donc il assiste à ce 14 juillet, il assiste au 5 et 6 octobre. C'est-à-dire le retour de la famille royale à Paris. Et là, il perçoit qu'il y a quelque chose. Il est assez malin quand même. Il n'est pas bon politique, ce n'est pas un homme politique. Mais il a compris qu'il y avait des places à prendre et quelque chose à faire. Et ce quelque chose à faire... Il faut dire qu'il est servi par une forme de chance, cet homme. Hein. Oui, tout au long de sa carrière. C'est étonnant, ça. Hein. C'est l'homme des bons hasards, des heureux hasards. Il est là où il faut être, au bon moment. Voilà. Notamment chez les Jacobins, bien sûr. Hein. Alors bon, il comprend, il rentre chez les Jacobins, et il a la perception que sur Paris, il est peut-être un tout petit peu trop vert, donc il redescend dans son sud, et il se met au service des Jacobins. Et là, c'est le début d'une carrière qui va durer jusqu'en 99. C'est le moment où il se marie. Entre nous soit dit, c'est pas un mariage très précoce. Hein. Il a quel âge? Non, il a 36 ans. 36 c'est sa maman qui le marie en plus. Elle lui choisit, elle lui trouve en catastrophe parce qu'elle pense le coincer à la maison. Mon fils revient dans le sud et je le garde. Or, elle le marie. Le mariage, la jeune femme n'est pas si jeune que ça, parce qu'à l'époque, 32 ans, c'est loin d'être un tendron. Mais apparemment, il y aura une fortune, un peu d'argent derrière. Il se marie, au bout de 6 semaines, il s'en va. Et ils ne se reverront que de temps en temps, et elle ne le rejoindra à Paris qu'en 1821. Oh là là, c'est assez, oui, c'est un couple extraordinaire. De mariage. On comprend tous les ragots qui ont pu circuler sur le bonhomme. Et elle était extrêmement bigote et royaliste. Ah voilà. Ce qui est l'absolu contraire de son mari. Alors lui, on ne sait pas trop bien ce qu'il est pendant longtemps. En tout cas, une chose est sûre, il ne fait pas du tout partie des pères de la Révolution, si j'ose cet anachronisme, puisqu'il est en vérité porté dans la Révolution un peu par hasard, par le biais d'une élection, en fait. Expliquez-nous ça. Alors, on peut dire il y a un train qu'il a pris en marche. C'est ça. Et lorsque se présentent, lorsqu'arrivent les élections à la Convention, il a déjà un petit passé. Il avait réussi à se faire élire administrateur du département, ce qui est pas mal, quelques mois avant, et puis juge à la Cour d'Orléans. Et là, l'aubaine d'une nouvelle élection, il est normalement élu suppléant, mais un coup de chance, le titulaire choisit un autre département et le voilà conventionnel. Incroyable. Pendant qu'il est ailleurs dans le sud, en Italie, etc. Donc là, c'est un deuxième coup de chance qu'il rencontre. Voilà. Et il va devenir inconventionnel, repéré, et que l'on envoie en mission. Ce qu'il faut dire, c'est que pendant la Terreur, il ne fait pas partie des conventionnels qui gèrent. Hein. Il n'est pas à Paris. Il est envoyé dans le sud. C'est lui qui va entre autres reprendre Toulon. D'ailleurs, c'est là qu'il rencontre un jeune capitaine qui s'appelle Bonaparte, et dont il fait un général quelques mois après, même quelques semaines après, on va dire. Et lors de la prise de Toulon, lorsque Toulon est reprise, à ce moment-là, il est avec Fréron et il instaure une terreur épouvantable. Lui, qui est plutôt un homme calme et doux, c'est effrayant la terreur. C'est-à-dire que quand il veut jouer au méchant, il peut l'être. Ah, c'est horrible. Alors là, il y a cette période terrible, et puis donc il est rapatrié de force. Voilà. Enfin, on lui demande de rentrer. Donc c'est l'époque de Thermidor. Il va bénéficier là encore des circonstances. Il se retrouve quasiment directeur malgré lui. C'est quand même assez extravagant comme histoire. Parce que en janvier, on lui demande, en janvier 94, il faut qu'il rentre. Il a très très peur de ce qui va se passer. Bon, donc il se fait très très discret. Il ne dit rien à la Convention. Le 9 Thermidor, son nom est prononcé. Il n'est absolument pas dans l'affaire. Hein. Simplement, Fréron dit, on cherche un militaire. La Convention est affolée. Qui est-ce qui va maintenir l'ordre? Et on jette le nom de Barras. Et Barras se retrouve le soir à la tête de la garde de Paris. C'est quand même un peu inouï cette histoire. Chose. Alors, vous avez montré un homme dur. On n'aura pas le temps finalement de parler de Fructidor. Je le regrette quand même parce que c'est assez intéressant cette histoire de ce durcissement de la fin du Directoire, dont il est quand même un des artisans. Là, on peut le dire. Oui, après le 18 Fructidor, effectivement, c'est ce qu'on appelle la seconde terreur. Ah, c'est ça. Hein, le second Directoire, une terreur qui est une sorte de loi des suspects quasiment. Qui est peut-être plus administrative que très administrative, mais il n'empêche que l'on déporte. Ça ne rigole plus du tout. Non, plus du tout. On ferme les théâtres.
théâtre, toutes les libertés sont supprimées. Oui. Et ça va précéder de quelques mois, de 18 mois quand même, le fameux coup d'État du 18 Brumaire, avec la prise de pouvoir de Bonaparte. Et que devient, il nous reste 1 minute pour le dire, que devient Barras après la prise de pouvoir par Bonaparte? Eh bien, il est exilé par Bonaparte. Lui, Barras, qui avait mis vraiment le pied à l'étrier de Barras, Bonaparte l'exile, d'abord à Grosbois, ensuite lui-même part à Bruxelles, il revient en 1804 dans le sud de la France, et en 1813, il est à nouveau exilé par Bonaparte. Enfin, par Napoléon maintenant, par Napoléon, voilà, et il rentre sur Paris avec la Restauration, et il va ressasser, de toute façon, toute sa vie, jusqu'à sa mort, cet échec politique, il va le ressasser toute sa vie. Alors, il n'est pas d'ailleurs l'auteur réel de ses mémoires. Comme souvent au 19e siècle. Il y a deux personnes qui ont repris les mémoires. Et quand meurt-il? Alors, il meurt en 1829. C'est-à-dire juste avant le règne de Louis-Philippe, c'est incroyable. Tout à fait. Et alors, comme il est considéré à ce moment-là comme une espèce de monument patrimonial. Oui, voilà, mais c'est ça, c'est devenu un personnage de l'histoire. On vient le voir, on vient le voir. On vient lui rendre visite comme au très très vieux homme d'État. Exactement. Merci infiniment Christine Lebozec. Je pense que nous avons donné à nos auditeurs l'envie d'aller nous plonger dans le singulier, dans l'ambigu destin de Paul Barras. Merci. Restez avec nous dans un instant. Franck Ferrand vous donne les origines des sous-vêtements. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Sur lapeur.fr. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, Franck, c'est Eliane qui vous écrit sur le site europe1.fr et qui vous demande les origines des sous-vêtements. Alors, je ne vais pas revenir à l'Antiquité, d'ailleurs aux Antiquités, devrais-je dire. Si vous voulez, reprenons les choses à partir du Moyen-Âge. Les femmes, au Moyen-Âge, portent seulement un bandeau de toile pour soutenir la poitrine, ainsi qu'une longue chemise de toile blanche, ce qui leur permet de garder une bonne hygiène en changeant de tunique régulièrement. Cette chemise est très confortable puisqu'elle évite le frottement des vêtements qui à l'époque peuvent être un peu rêches, voire richement brodés, etc. Les hommes ne porteront cette même chemise qu'à partir du XVe siècle. Alors la chemise, c'est ce qu'on porte en haut. On se débrouille comme on peut pour l'envelopper sur les reins, mais on ne porte pas de sous-vêtements en bas. Ça, il faut le préciser. La culotte, si vous voulez, n'est portée que dans de quelques rares cas pour des personnes malades ou pour les très jeunes filles de moins de 13-14 ans. On va voir apparaître à la Renaissance ce fameux corset, au départ destiné à la noblesse et qui peu à peu va se démocratiser au cours du XVIIe siècle. Et l'on voit réapparaître la culotte grâce à Catherine de Médicis, ça on l'a souvent dit et raconté, parce que Catherine de Médicis, ne l'oubliez pas, était une écuyère et qu'elle trouvait quand même que c'était plus décent et plus pratique. On va adopter définitivement chez les femmes la culotte seulement au XIXe siècle. Quant à la culotte courte, c'est un monsieur Pierre Valton qui va la créer, mais alors à une période extrêmement récente, en 1918 seulement, en donnant tout simplement 2 coups de ciseaux dans la culotte longue.